Et c'est parti. Bonne soirée à tous. Bienvenue pour cette conférence, donc, philosophie de la respiration. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être la troisième ou la quatrième fois que je la fais, celle-là, parce que la respiration, c'est vraiment une de mes sources d'inspiration, pour parler ainsi. Vous allez comprendre tout à l'heure, favorite. Mais c'est la première fois que je fais cette conférence autour de la relation, le lien entre respiration et relation. Et donc, j'ai bien envie, ce que je vais vous montrer assez rapidement, de vous accompagner dans le fait d'aller visiter ou revisiter vos relations à l'aide de ce fabuleux outil qui est la compréhension de la respiration dans sa symbolique. Alors, juste pour me présenter brièvement, euh, donc moi, j'étais enseignant en philosophie pendant une quinzaine d'années, et puis j'ai démissionné il y a quelques années pour me consacrer à l'accompagnement philosophique en individuel avec l'outil de la philothérapie que j'ai créé, et puis en groupe aussi. Et alors j'ai aussi co-créé une école démocratique, mais ça, j'en parlerai pas ce soir parce que c'est pas l'idée, et écrit quelques livres. Par contre, je viens ce soir vers vous plutôt avec ma casquette de facilitateur en respiration dynamique, euh, largement inspiré du pranayama, le yoga du souffle en Inde, et puis en respiration profonde, très largement inspiré de la respiration holotropique de Stanislav Grof, dont je vous parlerai aussi ce soir. Voilà. Alors, quel rapport entre respiration et relation? J'avais envie de vous, avant d'entamer vraiment dans le vif du sujet de cette conférence, de vous présenter un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'être vivant, il y a deux choses qui nous caractérisent. Si vous allez voir, par exemple, chez Aristote, un des grands philosophes de l'Antiquité, ce qui caractérise to zoon, l'être vivant, bah, il nous dit c'est le fait qu'il est en mouvement. Et alors, évidemment, il y a du mouvement aussi dans les objets inanimés, sans âme, dirait Aristote, mais c'est un mouvement qui est provoqué de l'extérieur. L'être vivant a un mouvement provoqué de l'intérieur, il est auto-mobile, comme l'auto maintenant. Et puis aussi, un être vivant, c'est en relation. Alors, hop, j'accueille Jérémy et c'est parti. Alors, effectivement, il y a plein de relations différentes. Les relations entre les arbres ne sont pas les mêmes que les relations entre les animaux de type insectes ou les relations entre les mammifères, les relations entre les êtres humains. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un être vivant est en relation. Et évidemment, on va définir ce soir ce que c'est qu'une relation, parce que c'est une conférence qui est censée être philosophique. Donc, on va définir un peu les concepts. Et la respiration, elle peut être vue, à mon avis, comme une métaphore de ces deux éléments, mouvement et relation, puisque dans la respiration, telle qu'on va l'analyser ce soir, on va retrouver à la fois l'idée de mouvement, et pas n'importe quel mouvement, et puis l'idée de relation entre intérieur et extérieur notamment. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, quel est le point commun entre ces deux choses, le mouvement et la relation? Pour moi, c'est la notion de cycle. Et vraiment, le cercle dans la respiration est incroyablement important. Et puis, dans nos vies, dans nos relations, tous ces cycles que l'on traverse, toutes ces reproductions, quand on a l'impression de tourner en rond, quand on a l'impression de faire un mouvement spiralaire. Donc, je vais vous parler de tout ça ce soir à l'aide de la respiration. Donc la question, c'est comment ma respiration peut-elle mieux m'aider à comprendre les cycles qui traversent ma vie, les changements qui affectent mes relations. Voilà, j'ai noté quelques… Hop, ça, je vais le mettre un peu comme ça parce que ça m'embête. Je déplace juste le slide. Voilà, autrement, je ne peux pas lire, mais j'ai noté quelques petites expressions qu'on dit souvent dans des relations. Là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de peut-être prendre un second souffle, j'ai besoin de respirer. Et donc, ma question, c'est, peut-être qu'elle n'est pas française grammaticalement, mais j'aime beaucoup ça, c'est comment respirons-nous nos relations? Comment est-ce que je respire ma relation? Voilà l'idée. Alors, ce n'est pas une nouvelle manière d'employer le verbe respirer avec un COD derrière, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et notamment, c'est fortement lié à ce stage, comme je vous disais, j'admets Morgane, c'est fortement lié à ce stage dont je vous parlais tout à l'heure, que l'on fait 2 fois par an avec ma compagne. Du coup, on a un couple de thérapeutes en relation dans la vie et qui allons vous aider à interroger vos relations dans un stage qui fait en général 3 jours
et qui s'appelle Voyage au centre de la relation, qui est un stage qui utilise deux outils, la respiration profonde, donc inspirée de la respiration anthropique, ça c'est mon outil à moi, et les constellations familiales et systémiques, ça c'est l'outil de Sophie, ma compagne, dont je vous parlerai aussi un peu ce soir. Et donc avec ces deux outils mis ensemble, on va vraiment aller au cœur de l'analyse des relations. Ce soir, ce que je vais faire, c'est vous faire de la théorie, ce qu'on ne fait jamais dans le stage, puisqu'on est directement dans la pratique, vous faire de la théorie pour vous montrer quel est l'arrière-fond, le background théorique, on va dire. Et puis, on parlera un peu de pratique aussi, mais ce sera surtout quelque chose pour vous montrer les concepts qui sous-tendent le stage que l'on a créé ensemble. Voilà l'idée. Eh bien, on y va. Ça va se faire en 3 temps. Le premier temps, envisagez la respiration comme un cycle entre vie et mort. Vie et mort à la relation. Le deuxième temps, envisagez la relation dans la respiration, excusez-moi, dans la relation entre donner et recevoir. Et puis, troisième temps, envisagez les 4 saisons de la respiration et à travers ça, les 4 saisons de la relation. Voilà ce que j'ai envie de vous amener ce soir. On y va tout de suite avec vivre et mourir à la relation. Et alors, si en même temps que je vous parle, vous respirez, normalement, vous n'êtes pas en apnée, vous vous rendez compte que la respiration, elle n'a pas 2 temps, elle a 4 temps. Alors, je vais y aller tout doucement quand même et je vais commencer à vous donner ma première définition de la respiration. C'est vrai que la respiration, elle ne commence pas avec l'être humain. La plante, elle respire, on le sait, toutes les nuits. On dit que la journée, elle est dans un cycle photosynthétique et puis la nuit, elle consomme du CO2 et elle produit de l'oxygène. Et la nuit, elle fait l'inverse, comme tous les êtres vivants. Elle respire, elle consomme l'oxygène pour son métabolisme et puis elle rejette du CO2. Elle le fait aussi la journée, hein, mais très peu par rapport à la photosynthèse. Les insectes aussi respirent, les oiseaux respirent, mais ce qui caractérise vraiment la respiration des mammifères, en tout cas à partir des êtres vivants qui ont des poumons, non pas comme les insectes finalement, qui ont des branchies et qui du coup respirent par infusion, c'est l'air qui s'infuse de l'extérieur vers l'intérieur. À partir du moment où on a des poumons, et encore plus, à partir du moment où on a un diaphragme, on a une respiration qui est vraiment pas une respiration continue, comme les plantes ou comme les insectes, mais une respiration qui est en sinusoïdale, comme ça. Et donc, ce qui définit pour moi la respiration, ce n'est pas l'échange gazeux, la respiration humaine, celle qui m'intéresse. Ce qui définit le mouvement de la respiration, c'est cette sinusoïdale que vous allez voir toute la soirée et qui trace finalement beaucoup le cercle de nos relations. Je vais insister beaucoup là-dessus. Par exemple, on peut voir en premier lieu que dans ma sinusoïdale à moi, du coup, si je me mets bien assis confortablement et que je commence à respirer consciemment, vous pouvez aussi faire ça. Quand j'inspire, j'ai un mouvement qui va vraiment aller vers le haut. Alors, OK, mon diaphragme se baisse pour pouvoir élargir mes poumons, pour pouvoir faire entrer l'air, c'est sûr. Mais mon mouvement à l'inspiration, moi, j'ai vraiment l'impression que je vais m'élever. Alors, je vais m'étendre, je vais déployer ma cage thoracique et je vais… Oui, je peux vraiment même mettre les bras comme ça. Et j'ai vraiment l'impression quelque chose qui m'élève. C'est normal, je prends de l'air. Et quand on prend de l'air comme un ballon, le ballon, quand on gonfle d'air, il s'élève. Ça, c'est l'inspi. Donc, c'est le mouvement où la sinusoïdale, elle grimpe. Puis ensuite, si jamais je garde cet air que j'ai pris, là, je vois que je suis dans un seuil. Alors, le seuil haut, que j'appelle aussi l'apnée haute, parce qu'il y a 2 apnées. On peut aussi l'appeler la rétention, où je retiens mon air, donc je suis en rétention, poumon plein. Et là, je suis dans un mouvement très spécifique, qui dure peut-être des fois quelques secondes dans la respiration, mais qui peut durer plus longtemps. Quand je suis en colère dans la voiture, dans un bouchon, que j'insulte tout le monde autour, je peux vous garantir que je suis en apnée haute pendant un moment, sans m'en apercevoir. Quand on me dit quelque chose de pas cool, quand je suis en stress, souvent j'ai tendance à être en apnée haute. Puis qu'est-ce qui se passe quand je relâche mon air? Eh bien, je me dégonfle comme un ballon de baudruche et là, je retourne vers le bas. C'est vraiment l'expiration. C'est Et oui, on peut le faire avec Ujjayi en pranayama, c'est de respiration vraiment par dégonflement, ça se joue au niveau des cordes vocales. Et là, il y a vraiment tout qui se dégonfle, il y a tout qui va vers le bas. Donc ça, c'est l'expiration. Et puis enfin, quand je suis en bas de l'expiration, quand j'ai fini de lâcher tout mon air, j'ai aussi un seuil.
Alors que des fois, en pranayama, ils appellent rétention aussi. Donc, Bahir Kumbhaka, la rétention en bas, alors qu'en haut, c'est Antar Kumbhaka. Mais en fait, ce n'est pas une rétention en bas. C'est apnée, une apnée basse, poumon vide. C'est plutôt, moi, ce que j'appelle un abandon. C'est-à-dire, j'ai lâché tout mon air et je peux me permettre, si je suis serein, d'attendre quelques instants, poumon vide, totalement vide comme ça, avant d'inspirer à nouveau. Et cette phase-là est très, très intéressante aussi. Je vous en parlais pas mal ce soir. Donc, c'est ce que j'appelle l'apnée basse ou le seuil bas. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Allons explorer, parce que les deux expirations et inspirations, on les connaît bien, parce qu'on passe notre vie à penser que j'inspire, j'expire. Et puis, je visite beaucoup moins souvent l'apnée haute et l'apnée basse. Donc, moi, je vais y passer un peu du temps. Allons voir un peu déjà l'apnée haute. Si j'étais un dauphin, parce que le dauphin est en apnée, en fait, la plus grande partie de sa vie, il remonte à la surface, il prend une inspi ou deux, et puis il replonge et il est en apnée. Il est en apnée haute, c'est-à-dire poumon plein. Alors, il ne reste pas très longtemps sous l'eau en apnée haute. C'est des cycles de 30 secondes maximum. Mais n'empêche que pendant 30 secondes, lui, imaginez que votre vie, elle se passe principalement en apnée haute. Moi, j'ai vécu ça quand je faisais du sport en compétition qui était du hockey subaquatique, où du coup, on était au fond d'une piscine en apnée pendant tout le temps où on jouait et on allait inspirer à la surface qu'une ou deux inspirations avant de revenir sous l'eau. Et c'est des apnées courtes, mais on était tout le temps en apnée. Et je peux vous garantir que le fonctionnement du corps quand je suis en apnée haute, pour ceux qui font de l'apnée un peu, eh ben, c'est un fonctionnement très particulier au niveau métabolique et au niveau émotionnel et au niveau mental. La phrase qui pourrait bien résumer ça, c'est « je lâche rien ». Quand je suis en apnée haute, je lâche rien. Et alors, si maintenant je vais un peu plus dans la profondeur, au niveau physiologique, ce qui est très intéressant, et alors tous les coachs sportifs travaillent là-dessus, par exemple dans ceux qui veulent aussi faire des bains dans l'eau froide ou des choses comme ça, ils travaillent beaucoup sur la respiration. En pranayama aussi, on travaille sur l'apnée haute avec des cycles comme Visamavriti ou des choses comme ça. D'un point de vue physiologique, j'active mon système nerveux orthosympathique. C'est le système nerveux qui contrôle les battements du cœur, qui contrôle la dilatation des vaisseaux sanguins, qui contrôle le système digestif, qui contrôle tout ce que je ne contrôle pas consciemment dans mon corps. Et quand je suis en apnée haute, eh ben, mon système nerveux il se met en orthosympathique, c'est-à-dire on va aller fighter. Il se met en position de on va aller fighter. Fight or flight, ils disent en anglais, on va fuir ou on va se battre. Parce qu'en fait, je fais ça automatiquement quand je suis en position de stress et que je dois mobiliser très vite la quantité d'énergie en anaérobie lactique, par exemple, pour produire un effort immédiat. Et du coup, eh ben, je vais mobiliser toute l'énergie qui est disponible dans mon corps. Et en apnée haute, c'est ça. Du coup, du point de vue émotionnel, vous voyez bien que, alors, je vais avoir le sentiment de planer si je reste assez longtemps, c'est sûr, un peu une légère ivresse. Mais je vais quand même assez vite avoir un sentiment de puissance, voire, allez, on y va. Et puis, ça peut même me mettre en colère. Ça me met vraiment, pour essayer, vous essayerez, c'est vraiment, ça me met ouais, allez, on y va. Et puis, du point de vue mental, eh ben, j'ai une accélération des pensées. J'ai vraiment, je me prépare à l'action, donc une pensée très pragmatique. Tout de suite, il y a plein de solutions qui viennent. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment assez dynamique, l'apnée haute. Je crois que vous l'avez bien compris. Donc, le travail de l'apnée haute en pranayama, c'est le travail de la confiance en soi. C'est vraiment, OK, je me sens plein de vie, je retiens la vie en moi et je vais en faire quelque chose pour passer à l'action. C'est le moment où je me sens, d'ailleurs, plein, c'est la plénitude. Donc, je me sens vivant, je me sens prêt à tout et je vais tenir bon. Et je retiens cet air. Donc, ça, c'est la rétention. C'est ce qui m'arrive en apnée haute. Maintenant, si je vais voir l'autre phase qui est tout en bas, l'apnée basse, poumon vide, vous remarquez que ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez faire l'essai pendant que je vous parle, de lâcher tranquillement votre air et puis de rester quelques instants comme ça, les poumons vides, de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. Ça dépend de votre état de sécurité interne. Quelqu'un qui n'est pas trop sécure, quelqu'un qui est en train d'écouter une conférence, qui doit faire marcher son cerveau, beaucoup d'esprit à réagir, cet état-là va le mettre en totale insécurité et il va commencer à stresser un peu parce que ce n'est pas le moment de se reposer. En fait, l'apnée basse, c'est rest in peace. Je me repose un peu, en fait. Et quand je dis rest in peace, je fais exprès. Vous allez voir, c'est ce qui va venir après.
si je la continue, cette apnée basse, ouais, je vais vers quelque chose comme une petite mort, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça, c'est cet abandon au plaisir du vide, au plaisir du rien. Alors, si je suis plus en sécurité, si je suis calmement installé, si je me suis peut-être oxygéné un peu avant, comme dans la méthode Wim Hof, que peut-être vous connaissez, en hyperoxygénation 30 cycles, et après 2 minutes d'apnée basse. Et là, c'est jouissif. Parce que, en fait, vu que j'ai juste rien à faire que m'abandonner à ce qui est, le vide devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Dans l'apnée basse, ce qui se passe, c'est que j'active mon système nerveux parasympathique. Celui qui est chargé, donc contrairement à l'orthosympathique, qui me met en position d'agir, de me battre, tout ça, le parasympathique, c'est OK, maintenant on calme un peu le jeu, on va ralentir les mouvements cardiaques, on va commencer à enclencher la digestion, toutes ces choses-là, on va fluidifier la circulation sanguine. Et du point de vue émotionnel, c'est vraiment, moi j'ai l'impression quand je le fais avec Wim Hof par exemple, c'est vraiment comme si toutes les petites paillettes vous savez, ces boules de neige que vous secouez là, enfin ces boules en cristal ou en verre avec à l'intérieur de la neige et des paysages, vous les secouez, ça s'agite. Et là, bah, vous voyez tout qui retombe, tout qui se dépose au fond. Ça, c'est l'apnée basse. Et vraiment, il n'y a plus rien à faire. Ouais, c'est cool. On est vraiment calme. Sérénité. Et puis, du point de vue mental, par contre, ben, c'est pareil. Pour ceux qui sont très mentaux et très dans les pensées, là, je sens vraiment, si je le fais à fond, hein, si je m'engage, je sens vraiment que tout se pose au niveau des pensées. Que je suis moins apte à réfléchir dans tous les sens, mais plus à, OK, je saisis l'instant présent. Pour la méditation, c'est top, l'apnée basse. Vraiment. Et donc, le travail de l'apnée basse, c'est le travail de l'acceptation du vide. Alors que le travail de l'apnée haute, c'est le travail de la confiance. On va y aller. Et du coup, c'est ce que je vous disais, si je ne m'abandonne pas pleinement, allez, j'ai envie de vous dire, mais vous l'avez peut-être déjà compris, comme à l'instant de mon dernier souffle, comme à l'instant de ma dernière expiration. C'est par l'expiration que je finis ma vie, ce n'est pas par l'inspiration, hein. Je commence ma vie par inspirer, je déploie mes poumons, petit bébé, je pleure et j'inspire et je finis ma vie par l'expiration. Et la phase d'après, c'est la mort, qui est un processus évidemment, mais c'est le fait que voilà, je m'abandonne pleinement à ce qui arrive. Et si je ne m'abandonne pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me crispe, je résiste, et c'est là que l'apnée basse devient difficile. Mais si je m'abandonne à l'apnée basse, ça peut durer plusieurs minutes, c'est proprement jouissif. Vraiment quelque chose de très intéressant. C'est peut-être proche de ce qu'on appelle mourir. Alors, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que je viens de vous décrire 4 mouvements, dont 2 ne sont pas si souvent habités dans la respiration. On sait qu'on ne respire pas très consciemment, contrairement aux dauphins, qui ont une respiration entièrement consciente, pour la simple et unique raison que si ils n'ont pas de système nerveux autonome qui gère la respiration, ils gèrent d'autres choses, leur système nerveux sympathique, mais pas la respiration. La respiration, elle est volontaire, et si à un moment donné, le dauphin choisit de s'arrêter de respirer pour, par exemple, se suicider, ce qu'ils font dans les delphinariums, j'ai recensé plein d'histoires comme ça, et ben, le dauphin, s'il ne reprend pas sa respiration, il meurt. Et il peut le faire volontairement ou il peut le faire involontairement quand, dans les années 60-70, on endormait des dauphins pour expérimenter. Ben, ils mouraient parce que quand on les endormait, ils ne pouvaient plus respirer consciemment, la conscience n'étant plus là, et ils crevaient asphyxiés. Donc, moi, être humain, je ne suis pas un dauphin. J'ai un système nerveux sympathique qui gère ma respiration. Je n'ai pas besoin d'y penser pour respirer. Mais n'empêche que même si j'y pense, très souvent, je ne conscientise que 2 phases et il y a 2 phases qui restent un peu dans l'ombre. Et j'ai envie de vous rappeler que respirer, c'est 4 phases. C'est inspiration, je me remplis, je vais chercher mon air, je prends de l'air. Apnée haute, je retiens cet air et je suis plein. Plein de quoi? Ben, plein de vie. Expiration, je relâche, je dépose, je laisse partir. Et puis, apnée basse, je fais une pause un peu. Je me repose. Alors, repose quoi? En paix. Et vous voyez que là vient arriver donc la suite logique qui est que si je considère que l'expiration et l'inspiration sont plutôt des espèces de mouvements, de transition, c'est pour ça hein, que je les conscientise plus facilement. C'est parce que c'est quand j'inspire, je le sens bien. Quand j'expire, je le sens bien. Puis souvent, je laisse moins de temps en haut et en bas à ma respiration.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si ces deux mouvements-là, expi, inspi, sont des mouvements, alors les deux apnées, en haut et en bas, je vous dis tout à l'heure, ce sont vraiment des seuils, un peu des paroxysmes. Je suis au paroxysme de la vie, peut-être, de la pleine vie, de la vie pleine et entière, de la vie que je vis à 100%, dans cet idéal que ma vie entière serait une apnée haute à elle seule, vous voyez, je vais revenir tout à l'heure. Et puis en bas, je suis plutôt dans cette idée de je suis vraiment vide. C'est le mouvement dans lequel je suis quand je suis en dépression, j'ai envie de rien, je suis plutôt mort à plein de choses. Donc c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de la mort. Donc vous remarquerez que l'apnée basse est pour la plupart des gens vécue plus négativement que l'apnée haute. Alors que ça pourrait être le contraire. On va y revenir. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de vous montrer comment on conçoit spontanément ces deux seuils, en haut et en bas. Spontanément, on pourrait dire que l'inspiration m'amène vers la vie, c'est-à-dire vers ce seuil de plénitude que l'on a tendance à appeler vie, et que l'expiration m'amène plutôt vers la mort, c'est-à-dire ce seuil de vide et d'abandon, du coup, dans lequel il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à poser. Et puis, ce n'est pas qu'une métaphore, puisque souvent, l'apnée haute, poumon plein, elle est représentée par la couleur blanche, qui est la somme de toutes les couleurs, c'est-à-dire la plénitude. Et l'apnée basse, c'est plutôt représenté par la couleur noire, qui est l'absence de couleur, l'absence de lumière et donc l'absence de couleur. Et puis l'apnée haute, comme je vous ai dit, elle est liée à l'euphorie, liée à la plénitude, et l'apnée basse a une forme de quiétude liée à la vacuité. Et donc ma question, pour envisager la relation, vous allez voir, on arrive à la relation. Ma question, c'est, la vie et la mort seraient donc des états. C'est vraiment une conception commune qu'on a. En grec, on appelle ça une doxa. C'est-à-dire la vie, c'est l'état dans lequel je suis en mouvement. Et la mort, ce serait l'état dans lequel il n'y a plus de mouvement. Et donc, c'est le néant, c'est le noir. Et quand je vais vers ma mort, ce qui me fait très peur, peut-être, c'est que je vais vers ce néant. Voilà l'idée qu'on se fait spontanément. Alors, moi, je n'aime pas cette idée, je vous l'avoue. J'ai plutôt envie de considérer que la mort est un mouvement. Pourquoi la mort est un mouvement? Eh bien, parce que déjà, premièrement, si vous remarquez, est-ce que je peux vous ramener ce plat? Voilà, ici. Non, là, voilà. Si vous remarquez ce schéma-là, le mouvement ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas. Quand je suis en haut, quand je suis en bas, est-ce qu'il y a arrêt du mouvement? Bien sûr que non. Quand je suis en apnée basse, je ne suis pas en arrêt du mouvement. Je suis encore en mouvement. Et du coup, la mort est encore un mouvement, évidemment. Si c'est un mouvement, c'est un mouvement d'abandon, comme je vous disais. C'est-à-dire, la mort, c'est un mouvement qui consiste à se dépouiller, ou pour être plus exact, à accepter de se dépouiller de ce qui ne m'est plus utile. Alors, ça peut être plein de choses dans ma vie, on va y revenir. Hein. Mais à chaque fois, mourir, c'est accepter d'abandonner quelque chose. Abandonner, déposer, pardonner sont des processus de deuil. Et donc, de mouvement, puisque le deuil, c'est un mouvement, c'est une partie de la vie. Et c'est intéressant de dire que c'est comme si souvent on dit la mort, c'est la limite ultime de la vie. Vous voyez, c'est ce qui donne du sens à la vie parce que elle demande à ce qu'on vive pleinement parce que après, il y aura la mort. Mais en fait, c'est marrant de considérer la mort comme ça parce que dans ma vie, il y a plein de morts qui sont plein de mouvements de deuil, d'abandon de quelque chose. Et peut-être qu'on pourrait considérer aussi cette mort finale comme cet abandon d'un corps, si jamais je crois qu'il peut continuer à exister quelque chose après. On verra, j'en sais rien, chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a des chances que le mouvement continue. Pourquoi est-ce que le mouvement s'arrêterait avec la fin de mon corps? Qui va me prouver qu'un mouvement qui peut-être était déjà là avant, je n'en sais rien, va forcément s'arrêter quand je vais arrêter de respirer dans mon corps. Je ne veux pas trop loin là-dedans, mais juste pour vous dire que la mort, dans cette perspective-là, est considérée plutôt donc en relation à, je vais y venir, plutôt que par l'état de néant, par l'état de rien. Et alors, ma question, c'est mourir, ok. Mais mourir à quoi? À quoi est-ce que je meurs quand je meurs? Voilà la question. Et vous allez voir apparaître la relation assez vite. Si la vie est mouvement, si la vie est rythmée, si la vie est répétition et nouveauté à la fois, si la vie des fois est cyclique et puis des fois m'emmène vers l'avant, ok, c'est parce qu'elle est tournée vers l'évolution, elle est tournée vers le futur. Et la mort, elle est tournée vers quoi? Elle est certainement plutôt tournée vers donc, le fait de laisser tomber quelque chose. Donc, elle est plutôt tournée vers le fait de laisser partir quelque chose en direction du passé. La mort, c'est le processus de deuil
Et ça consiste à dire, je me retourne pas, j'ai envie de garder, j'ai pas envie de garder. Comment je me situe par rapport à ce qui est en train de disparaître dans ma vie? Et c'est ça, la mort, que ce soit la dernière de cette vie incarnée ou que ce soit toute celle que je vis avant. Et donc, voilà une nouvelle question que j'ai envie de vous poser. Ne mourrons-nous pas toujours à une relation? Et là, on va aller interroger ce mouvement d'apnée basse, cet abandon dans lequel je suis et dans lequel je ne suis jamais totalement immédiatement. C'est si difficile de s'abandonner à quelque chose. Mais dans tous les cas, ne mourrons-nous pas toujours à une relation? À quelle relation est-ce que je meurs dans ma vie? Alors, je peux poser la question de deux manières différentes. C'est la même question. À gauche, c'est combien de morts je vais avoir à vivre dans ma vie? Alors, j'aime bien cette question puisque vous remarquerez que implicitement, donc, je déclare que la mort est un processus de vie puisque je me demande combien de morts je vais avoir à vivre. Une mort, ça se vit, évidemment. Alors, vous allez me dire, ça se vit jusqu'à ce que je sois mort, quoi. À voir. En tout cas, au moins avant que je sois mort, si vous voulez, si vous croyez qu'ensuite il n'y aura plus rien, comme Épicure, en tout cas jusqu'à ce que vraiment je sois définitivement mort, elle se vit ma mort. Et elle commence bien avant, dans le processus de deuil de moi. Donc combien de morts j'aurai à vivre? Et je pose la question différemment, combien de relations j'aurai à laisser derrière moi dans ma vie? Alors je prends toutes les morts que j'ai vécues ou que je vais vivre. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, hein. Mais ma première mort, c'est ma naissance. À quoi est-ce que je suis mort quand je suis né? Quand je suis né, je suis mort à quelque chose qui se passait dans le ventre de ma mère et qui était une relation. J'étais en relation, évidemment. Et donc, je suis mort à cette relation. Plus jamais je serai en relation comme ça avec maman. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit à quel point c'est incroyable cette mort que j'ai vécue quand je suis né. Plus jamais je ne pourrai être dans cette relation avec maman. Alors, ok, je ne dis pas maman, hein, à ce moment-là, je dis dans cette relation avec cette personne-là que j'ai habité. Alors, ok, je ne dis pas ça non plus. Un jour, je me fais pas des grands discours philosophiques. Mais je crois, et puis je fais plus que croire, parce que j'ai testé déjà plusieurs fois, que ce soit avec la respiration holotropique ou certaines médecines, que la naissance, elle ne se vit pas inconsciemment, qu'on la vit en pleine conscience et qu'ensuite on ne s'en rappelle plus. Et donc, c'est en pleine conscience qu'on a vécu notre premier deuil. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe chaque soir quand je vais me coucher? Les enfants le savent mieux que nous. Parce que les enfants, leurs rêves, au contraire des adultes qui ont des rêves beaucoup plus complexes, qui font intervenir beaucoup plus de choses, y compris des choses refoulées, etc., etc. Mais chez les enfants, très souvent, en tout cas dans la petite enfance, le rêve est la continuation de ce qui n'a pas pu être vécu dans la journée. Et on va vraiment aller continuer à explorer ça et pouvoir dénouer peut-être des choses et pour pouvoir accomplir des choses qui n'ont pas été accomplies. Pourquoi? Parce que le sommeil est une petite mort. C'est l'abandon de toutes les relations qui ont été engagées dans la journée. Je décide, à un moment donné, ou pas, parce que je suis trop fatigué, donc je ne décide rien, mais j'abandonne ces relations, elles ne sont plus là. Puisque là, je dors maintenant. Alors, il y en a d'autres qui arrivent. Je rêve de plein de choses. Mais et donc, vous voyez, encore une fois, le sommeil, vous le savez très bien, qui se fait avec des phases. Sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal, sommeil profond. Le rêve étant dans le sommeil paradoxal. Dans toutes ces phases qui décrivent une sinusoïdale, donc une respiration, je suis encore en relation avec plein de choses. Mais néanmoins, je suis mort à des relations avec lesquelles j'étais dans la journée, évidemment. Ensuite, à chaque étape de ma vie, je meurs à mon enfance, je meurs à mon adolescence, je meurs à mes études qui se finissent, je meurs à mon travail si jamais il se finit ou si jamais je pars, je meurs à mon arrêt de travail si j'étais bien content d'être en arrêt de travail ou d'être au chômage ou je ne sais quoi, je meurs à mon couple, mais je meurs aussi à mon célibataire, on parle bien d'enterrement de vie de jeune garçon ou de jeune fille, je meurs toute ma vie à des tas de choses. Donc, vous allez me dire, quoi, tu passes ta vie à mourir? Oui, mais ce n'est pas triste en fait. Ça peut être extrêmement joyeux, même si des fois c'est difficile. C'est juste pour vous amener à conscientiser à quel point est-ce que dans ma vie, ma respiration, elle est liée à l'abandon que j'aurai à faire plein de fois dans ma vie de plein de choses. Voilà. Et puis ensuite, il y a des abandons un peu plus brusques. C'est ce que j'appelle des initiations, des ruptures initiatiques. Une maladie infantile grave qu'on essaie d'éviter à tout prix en faisant plein de vaccins aux enfants. Une maladie infantile grave, c'est une initiation. Là, je meurs vraiment à un état dans lequel j'étais avant. Dans toutes les tribus traditionnelles, on a des rites initiatiques pour faire passer d'un âge à un autre, sauf en Occident, où on a abandonné petit à petit tous les rites initiatiques et du coup, il n'y a plus
passage. Oui, la mort est un passage où je meurs à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On a abandonné ces passages. Mais les maladies infantiles sont encore des passages comme ça. Et les parents qui ont déjà eu des enfants qui ont eu des maladies infantiles le disent, c'est plus les mêmes après. On voit bien qu'il y a eu un changement. Et puis un accident. Un accident est vraiment aussi quelque chose d'initiatique. Si c'est un accident grave en plus, je ne serai plus jamais le même. Je meurs à celui que j'étais avant. Donc je meurs à la relation que j'avais avec moi-même avant. Parce que je suis en relation avec les autres, mais aussi avec moi-même. Et cette relation dans laquelle j'étais avec moi-même, je ne serai plus jamais le même. Si en plus j'ai vécu une EMI, par exemple, une expérience de mort imminente, alors là, c'est clair que je ne serai plus jamais le même. Et donc, je fais vraiment le deuil de ce que j'étais avant. Voilà, il peut y avoir plein d'autres. Perdre un être cher, par exemple. Tiens, c'est marrant, j'ai mis pêtre cher, mais c'est parce que c'était l'accent circonflexe, il est à côté du P sur mon clavier. Perdre un être cher, perdre un idéal, par exemple, c'est encore des ruptures initiatiques. Et enfin, la dernière de mes morts dans cette vie incarnée, c'est effectivement la mort de mon corps, où là, je vais devoir abandonner d'un seul coup, et donc ça demande du temps, toutes les relations qui ont constitué mon existence incarnée. Et donc, évidemment, ça demande du temps. J'y vais petit à petit. Puis, je dois aussi abandonner, ça c'est le livre tibétain des morts qui nous le dit, je dois abandonner toutes les relations auxquelles je me suis identifié en moi aussi. Je suis celui-là, je suis philothérapeute, je suis quelqu'un de nerveux, je suis celui qui aime celle-là, je suis. Et donc, effectivement, toutes ces identifications, il va bien falloir que je les abandonne. Une identification est une manière d'être en relation, évidemment. Donc, ça demande encore un deuil, ces choses-là, quand je vais devoir les abandonner. Et c'est bien Elisabeth Kubler-Ross, cette psychologue américaine qui a accompagné pendant quasiment toute sa vie des malades en phase terminale de différentes maladies et donc qui les accompagnait vraiment à la mort, qui nous dit qu'il y a 5 phases dans la mort que vous connaissez certainement, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation sereine. Et vous remarquerez que ces 5 phases sont 5 manières d'entrer en relation. Alors, dans le déni, justement, je nie que la relation soit en train de s'achever. Je nie que la relation à l'autre ou la relation à moi, la relation à ce que j'étais, la relation à ce à quoi je m'identifiais, la relation à un état, je nie que cette relation est en train de disparaître, voire qu'elle a disparu. J'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'ils avaient nié la mort de leur père, par exemple, pendant peut-être des mois. Je peux passer des mois dans le déni, c'est OK. Donc, c'est vraiment comme si la relation était encore là pour moi. Et puis dans la colère, là, je commence à conscientiser la perte de la relation et j'exprime ma souffrance face à cette perte. Dans la négociation, ce pas des phases qui sont forcément dans l'ordre, hein. Je peux intervertir. Dans la négociation, c'est très marrant la négociation. Je cherche à retenir la relation. Par exemple, Elisabeth Kubler-Ross notait que les personnes qui mouraient entraient très souvent en négociation, avec Dieu par exemple, même si elles étaient athées, hein. Et si je commence à croire en toi, est-ce que ça va changer peut-être ma mort prochaine, si je rachète mes fautes, etc., etc. Négociation. Et en fait, la négociation, elle consiste toujours à vouloir essayer de faire que l'état qu'on n'a pas envie de voir disparaître reste identique à lui-même et que toutes les relations restent dans l'état dans lequel elles étaient. Puis à la dépression, dans la prise de conscience qu'en fait, là, j'y peux rien, que vraiment, je vais mourir, par exemple, ou que vraiment, je vais mourir à cette relation, je vais mourir à ce travail. Et donc là, c'est pas une acceptation du tout, hein, la dépression, hein. C'est au contraire, je refuse et je vois pas comment je peux faire. C'est le côté vraiment fataliste, quoi. Il n'y a plus rien à faire, ok, bah alors du coup, j'abandonne au sens négatif. Et enfin, elle notait toujours, Elisabeth Kubler-Ross, qu'il y a un moment donné où les malades en phase terminale de cancer, par exemple, et c'était souvent le dernier jour avant de mourir, ils atteignaient un état d'euphorie. Alors, on va dire, ils sont shootés aux hormones, je ne sais pas, plein de choses comme ça, peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau euh, anthropologique, c'est-à-dire du fait d'aller voir la manière dont ils vivent à ce moment-là, à ce moment-là, ils étaient vraiment en acceptation, et même peut-être en joie. Ok, c'est ok, je suis prêt. Je suis prêt à accepter la mort de moi ou la mort de l'autre, ou etc., etc. Et donc, le deuil, c'est ces 5 phases. Si vous les mettez dans la respiration, ces 5 phases, vous voyez que quand même délit, colère et négociation, c'est un gros parc.
un gros bloc qui est plus du côté de l'apnéose. C'est-à-dire, je tiens, je retiens, je lâche rien. Je ne veux pas que ce soit le déni. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. La colère, où je me mets dans tous mes états, ou la négociation, je cherche à utiliser tous les ressources mentales pour pouvoir faire que ça ne change pas. Je suis vraiment dans l'apnéose. Et vous remarquerez que la dépression, c'est la chute. C'est pouh, j'expire. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, j'expire. Et alors, elle peut se terminer dans le creux de la vague, hein, la dépression. Et je peux y rester un moment. Et par contre, l'acceptation sereine, j'ai vraiment envie de la visualiser comme cet instant où je vais reprendre de l'inspiration parce que j'ai compris que c'était OK de m'abandonner totalement. Et vous voyez, il y a une grosse différence entre abandonner la partie et s'abandonner à ce qui est. S'abandonner à ce qui est, c'est waouh, un grand souffle. Oh, ouais. Et abandonner la partie, c'est plutôt grosse tristesse, grosse dépression. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Dans l'acceptation sereine, j'ai le rebond et je vais pouvoir inspirer à nouveau. Pourquoi je peux inspirer? Parce que je suis vide et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire qu'inspirer. Mais non, c'est OK, je peux redémarrer. Ça, c'est vraiment la pleine acceptation. Et donc, la question, c'est est-ce que respirer, c'est accepter? Oui, on parle souvent d'acceptation, s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, accepter ce qui est, accepter les autres, vivre dans l'instant présent, Eckhart Tolle, etc., etc. Est-ce que finalement, ça ne consiste pas uniquement à accepter de respirer, accepter? Et alors, j'ai envie de vous parler maintenant de respiration holotropique, de respiration profonde, celle qu'on met en place dans le stage, avec ce maître à penser qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ma vie, théoriquement, puis ensuite concrètement, à travers les stages, qui est Stanislav Grof. Stanislav Grof, c'est un psychiatre à la base d'obédience plutôt freudienne qui est dans un hôpital psychiatrique à Prague et qui s'aperçoit bien qu'avec les psychotiques, c'est pas comme avec les névrotiques avec lesquels la psychanalyse peut marcher, parce que le névrosé, il a quand même une partie de sa conscience qui est encore là pour pouvoir s'apercevoir qu'il y a l'autre partie qui déconne, pour parler de manière un peu crue. Et donc, on peut aller éventuellement dialoguer avec lui. La psychanalyse est basée sur le dialogue. Mais avec les psychotiques, ce n'est pas la peine. Ils sont débordés de toutes parts par les contenus de l'inconscient. Et donc, le dialogue psychanalytique ne marche pas du tout. Et Groff, il a alors l'idée, alors géniale ou démoniaque, ou un peu les deux, parce qu'à l'époque, c'est permis en plus. Puis en plus, bon, c'est des psychotiques, donc c'est pas, on va dire, c'est pas grave si on ne demande pas leur avis. Il a cette idée de leur prescrire toutes les semaines une cure de LSD. Et le LSD produit un état de conscience modifié qui va, dans l'idée de Groff, amener ses patients à régresser dans différentes époques traumatisantes de leur vie. Et ensuite, il va faire un travail sur ces régressions dans lesquelles ils étaient sous LSD. Et à partir de là, il va réussir à opérer une guérison très progressive, puisque ça met des semaines et des semaines pour aller chercher ce qu'il appelle le nœud, le traumatisme originel, initial, qui est à l'origine de ce qui a posé problème toute la vie des personnes et qui sont enfoncées dans la psychose. La psychose, dit Jung, c'est une tentative, alors désespérée à un moment donné, de guérir d'une maladie. Ce n'est pas une maladie, la psychose, c'est une tentative de guérir. Mais elle reproduit un cycle et du coup, on s'enfonce dedans. Et donc, il va arriver à avoir des résultats assez convaincants, un Groff. Et comme je vais vous le dire tout à l'heure, il va remonter jusqu'à la naissance, très souvent en régression dans l'enfance avec le LSD. Et il va amener, très souvent, il va s'apercevoir que c'est dans la naissance que sont vécus les plus gros traumatismes, voire avant la naissance, dans l'utérus, voire avant la conception, parce qu'il y en a qui remontent même dans des vies antérieures ou des choses comme ça. Et lui, à la base, il est athée et sceptique et il ne sait pas trop s'il faut y croire, mais il se dit, bon, bah, le principal, du point de vue pragmatique, c'est que ça marche, quoi, et qu'il guérisse. Et du coup, il accompagne ce processus. Il va être appelé dans les années 70, en 67, si je regarde, il va être appelé au Maryland, aux États-Unis, parce que là-bas aussi, il y a un hôpital au Maryland où ils utilisent le LSD. Ils ont un programme de recherche aux États-Unis, c'est avant que ce soit interdit, pour accompagner les patients en phase terminale de cancer, qui sont cette fois-ci volontaires, à prendre une dose de LSD, une assez grosse dose de LSD, et à voir si ça change leur regard sur la mort, ce qui est super intéressant. Et donc, Groff, il va être appelé là-bas et il va y aller avec sa femme. Et pour la petite histoire, sa femme qui va être atteinte d'un cancer et qui va aussi après faire partie du programme et qui va décéder et qui va accompagner aussi avec le LSD, etc. Et donc, il se rend compte là qu'avec le LSD, les patients
en phase terminale de cancer, vivent aussi des choses incroyables et vont changer leur manière d'aborder leur future mort. Mais vraiment de manière très radicale, quoi. Alors, évidemment, dans les années 70, le LSD va être interdit, je crois en 73, un truc comme ça aux États-Unis. Et donc, Groff, il voit tous ses efforts et son programme de recherche démantelé et il va inventer une autre technique pour pouvoir produire des états de conscience modifiés à peu près similaires au LSD. Alors, ce n'est pas tout à fait similaire, mais ça se rapproche quand même. Moi, je dirais que ça se rapproche plus des états aussi qu'on peut rencontrer avec certaines médecines, notamment amazoniennes. Et donc, ça, c'est la respiration holotropique. Création d'un état de conscience modifié. Respiration holotropique, donc, qui se base sur une hyperventilation, sur un rythme, sur des musiques assez puissantes, assez chamaniques, et donc qui peut durer 3 à 4 heures, avec des reviviscences de différents instants de notre vie. Et il appelle ça respiration holotropique, qui vient du grec holo, qui signifie la totalité, et tropos, c'est le lieu. Donc, c'est la respiration qui nous emmène en tout lieu possible. Voilà l'idée de Stanislav Grof. Et là, vous voyez que la respiration va être utilisée pour aller chercher les relations qui se sont mal passées, les relations dont on n'a pas fait le deuil, les traumatismes qu'on a refoulés, et aller essayer de guérir tout ça, de revisiter et de guérir. Alors, et ça, dans le stage que du coup on propose avec Sophie tous les ans, eh ben, il y a ça le matin, ces phases de respiration anthropique qui servent finalement à amener du matériel, à aller contacter du matériel inconscient, du matériel émotionnel, à le ramener à la surface pour pouvoir ensuite le travailler au cours de l'après-midi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais une séance de respiration anthropique? Eh ben, au niveau physique, il y a plein de phénomènes qui se passent, alors qui ne sont pas outre mesure intéressants, parce que ce n'est pas eux que je vais aller chercher en priorité, mais voilà, qui donnent des indices, comme en hypnose, que effectivement, je suis dans un état de conscience modifié. Ça peut être des pulsations, des vibrations, des décharges, des vrombissements, des tétanies, des choses comme ça. Alors, il y a aussi plein de phénomènes auditifs, visuels, proprioceptifs dans mon corps qui peuvent se produire. Au niveau émotionnel, c'est en général cathartique, c'est-à-dire ça va être beaucoup de décharges émotionnelles, des rires, des pleurs, de la colère, des cris, des choses comme ça. Et c'est OK, parce que tout ça, ça doit ressortir. Et puis, ça accompagne aussi les reviviscences de souvenirs qui ne sont pas toujours agréables. Et puis au niveau spirituel, au niveau transpersonnel, il y a aussi une autre manière d'être connecté à soi et aux autres. Alors ça, ce n'est pas forcément tout le temps, mais il y a quelque chose comme un lien qui se crée entre les personnes. Il y a des échos, il y a des résonances, il y a des fois des empathies, c'est-à-dire des transferts de conscience, des choses comme ça. Alors il y a plein d'autres choses que je ne vais pas vous livrer toutes comme ça sur le tas, mais qui peuvent être assez troublantes et assez intéressantes en même temps à vivre. Alors, Groff, lui, il a dressé une cartographie de ces différentes choses que l'on peut vivre en disant il y a 4 strates. Alors, moi, je suis un peu circonspect sur ces strates-là. C'est vraiment pour mentaliser tout ça parce qu'en fait, dans une expérience, ça arrive tout en pack, en fait, tout en même temps. Mais il dit il y a la strate sensorielle, la strate biographique, donc les expériences régressives dans l'enfance, la strate périnatale, tout ce qui est lié à la reviviscence de sa naissance, ce qui a donné le rebirth, et puis les expériences transpersonnelles qui dépassent ma personnalité et qui font que je vais m'identifier à peut-être des animaux, des êtres de ma lignée, une population tout entière, des fois, une lignée féminine ou masculine. Ma compagne a déjà, dans un état de conscience modifié, eu à soigner toute la lignée féminine qui était la sienne depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, moi j'ai déjà rencontré par exemple cette sœur jumelle avec laquelle j'étais dans l'embryon et que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Et donc c'était profondément touchant. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la question, c'est de savoir comment utiliser la respiration pour mieux accéder à mes relations et aussi peut-être délier ces relations. Parce que vous remarquerez que relation, maintenant j'y viens, étymologiquement, ça peut vouloir dire deux choses. Relater un événement, c'est raconter ce qui s'est passé. Et raconter ce qui s'est passé, vous remarquerez souvent, c'est reconstruire quelque chose qui n'est plus, revisiter le passé, peut-être même des fois le transformer, le modifier en allant le revisiter. Sophie, elle a une métaphore là-dessus que j'aime beaucoup, c'est la métaphore du collier de perles.
Imaginons que mon passé, chaque chose qui s'est passée, c'est des perles. Ces perles, elles sont là sur mon collier. Je ne peux pas les ignorer. Mais est-ce que je peux pas des fois aller les changer de place, remodeler le collier? Et donc, en respirant, en respiration holotropique, et puis ensuite en discutant, en revisitant ce qui s'est passé, je vais certainement pouvoir mettre le collier de perles une autre manière, une autre forme, et pouvoir transformer, voire réparer certaines choses aussi. Et c'est vrai, hein, et je peux agir sur mon passé de manière rétrospective, de manière incroyable, en allant visiter ça. Et puis, du coup, la relation, on se rend compte aussi que si on met j'admets encore quelqu'un, c'est marrant, si on met plus loin lation, se relier, on s'aperçoit que se relier, c'est se lier à nouveau. Et on s'aperçoit que la relation, c'est souvent quelque chose qui est circulaire, comme la respiration. Quelque chose qui revient nous chercher aux mêmes endroits. Vous avez déjà remarqué ça, je suis sûr. Je vais revivre des relations que j'ai déjà vécues. Je vais retourner dans les mêmes boucles, dans les mêmes schémas. Je vais recommencer peut-être les mêmes erreurs. Et je peux me dire des fois, mais combien de temps je vais faire ça? On va y venir tout à l'heure, mais un certain temps peut-être des fois. Peut-être le temps qu'il faut pour me rendre compte, conscientiser ça et pour pouvoir me délier de ça. Et donc, si la relation, c'est le fait de se relier, la respiration peut aussi des fois m'aider à délier, c'est-à-dire à me détacher des schémas auxquels je m'attache. Et ça, c'est une idée super importante dans la respiration. Pourquoi? Un, parce que vous remarquez que dans la relation, il y a cette phase d'abandon, d'expiration et de deuil que j'ai vraiment envie de conscientiser ce soir. Et deux, vous remarquez, ok, Myriam, je vais couper ton micro si tu veux bien. Je crois que c'est toi. Hop là. Bonsoir Myriam. Et j'y reviens. Et donc, vous remarquez, qu'est-ce que je disais? Oui, que dans la respiration, on a cette idée d'abandon, dans l'expiration et dans l'apnée basse. Et aussi la respiration, si je l'intensifie dans la respiration profonde et holotropique, il y a vraiment cette idée d'aller. Groff disait, Aldous Huxley aussi, mais bon, on s'en fout. Groff disait, c'est comme si dans la respiration holotropique, mon inconscient allait chercher exactement les souvenirs qu'il faut que je travaille en ce moment pour les ramener et pour que je puisse les travailler. Et en fait, mon inconscient il fait ça tous les jours, hein. Il me ramène les choses qu'il faut que je travaille sous forme de rencontres, de relations, d'accidents, de synchronicité. Et il me les balance à la tête avec un grand sourire en disant, tiens, c'est pour toi. Ouais, bah ouais, il faut travailler encore, hein. Et ouais, t'as pas fini. Et toute ma vie. Et des fois, j'en ai marre de ça. Mais des fois aussi, j'ai envie, pour pouvoir éviter de rencontrer ça sur ma route, j'ai envie de pouvoir le visiter moi-même en pleine conscience dans des endroits qui sont appropriés à ça. Et c'est vraiment l'idée de ce stage, entre autres. Voilà, ça nous amène à la deuxième partie. Vous voyez, on n'a pas fini, hein. Je crois que j'ai pris un peu plus de temps qu'est-ce qu'il se fallait. On va se faire une petite pause respiration, quelques instants, et puis on y retourne. Et j'en profite pour dire bonne soirée à Nathalie qui est déjà partie, qui m'a dit merci, je dois partir. Ah. Allez, c'est parti. Vous avez vu, ma pause, elle était courte, hein. Et ouais, comme dans la vraie vie. J'aime beaucoup envisager la respiration comme une roue. Et parce que c'est aussi relié à la roue médecine, notamment des Indiens Lakota aux États-Unis, mais de beaucoup de peuplades dites primitives, dites, qui envisagent souvent l'histoire comme un cycle et comme une roue. Et la respiration, c'est vraiment ça, hein. Tout à l'heure, je vous l'ai montré comme une sinusoïdale. Et là, je vous la montre comme une roue. La roue de la respiration. Rétention, c'est l'apnée haute. Expiration. Abandon, c'est l'apnée basse. Inspiration. Et jusqu'à présent, on a analysé cette roue de manière plutôt verticale, on s'est attaché à l'apnée haute et à l'apnée basse, à la pleine vie et à la mort. Et on a défini la rétention comme le fait de garder, de tenir, de retenir la vie. Et on a défini l'abandon, l'apnée basse, comme le fait de perdre la vie finalement et de devoir se faire à l'idée qu'on perd la vie. Et dans ce cas-là, vous voyez que l'expiration, elle peut se définir comme je lâche. Ah. Et l'inspiration, elle peut se définir comme je prends.
ouais, je prends, je retiens, je lâche et je perds, et je prends et je retiens. Voilà cette roue-là, mais vous savez quoi? Eh bien, c'est possible de l'envisager différemment, de manière non plus verticale, mais horizontale. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait que quand j'inspire, peut-être bien que je ne prends pas, mais que je reçois. On va analyser ça. Et ensuite, quand je suis en rétention, peut-être bien que je ne garde pas, mais que j'honore. Puis ensuite, peut-être bien que je lâche pas, mais que je donne. Et puis que je ne perds pas, mais que je libère. Qu'est-ce qui se passe si j'envisage la respiration comme ça? Je reçois, j'honore, je donne ou je rends et je me libère. Vous allez me dire, c'est écrit en gros, hein, bah, ça ne change pas grand-chose à la relation. Mais si, mais si, mais si. Allons jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe si j'accepte de recevoir au lieu de vouloir prendre? Vous voyez, si je considère que mon inspiration, ce n'est pas une démarche de vouloir prendre, mais une démarche d'accepter de recevoir. Qu'est-ce qui se passe si j'accepte de donner au lieu de devoir lâcher? Si je considère que mon expiration, ce n'est pas simplement le fait que je dois lâcher, que je peux pas retenir plus longtemps dans mon apnée haute, mais le fait que j'accepte de donner. Ça change tout. Et juste, j'ai envie de vous faire remarquer que quand j'inspire, en réalité, ce que je fais, c'est je prends rien. Quand j'inspire, ce n'est pas prendre ce que je fais. C'est quoi? C'est avec mon diaphragme que j'étends vers le bas et ma cage thoracique que j'élargis au maximum. Je crée dans mes poumons une dépression. J'augmente le volume de mes poumons, mais je n'ai pas augmenté le volume d'air. Et du coup, eh ben, il y a moins d'air, il y a une dépression. Ce qui fait que forcément, l'air, il va rentrer, soit par la bouche ou par le nez. Il va rentrer en moi parce que j'ai augmenté l'espace de mes poumons. Et quand j'expire, je rétrécis l'espace de mes poumons et forcément, je crée une surpression qui fait que l'air va sortir. Quand j'inspire, je n'aspire pas l'air. J'augmente le volume de mes poumons et l'air entre. Je reçois l'air. Et c'est génial de se dire, comme dans l'Ancien Testament, qui est aussi un passage, j'aime beaucoup dans l'Exode avec la manne, j'aime bien moi l'étudier philosophiquement. Où, vous savez, le peuple hébreu, il a fui l'Égypte, il est dans le désert, et il est en train de à moitié crever de faim et de soif, et il dit au Dieu, à leur Dieu, Yahvé, mais écoute, on est dans le désert, comment on va faire pour survivre jusqu'à la terre promise, quoi. Bon, je le caricature un peu, hein. Et Dieu, il dit, t'inquiète, je vais te donner de quoi te nourrir tous les jours. Tu vas recevoir la manne qui va pleuvoir du ciel tous les matins et tu pourras t'en nourrir. C'est gratos, il n'y a pas à payer, c'est cool. Et en fait, c'est vraiment un don en fait, de Dieu. Et le peuple, le peuple hébreu, du coup, il est en réception. Et ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que Dieu dit aux Hébreux, tu ne pourras pas économiser, hein, tu ne pourras pas thésauriser, tu ne pourras pas garder la bouffe parce que tout ce que tu ne pourras pas manger, quand tu la manges, ça va pourrir immédiatement. Et ceux ou celles qui veulent essayer de garder, ils s'aperçoivent que ça pourrit, c'est l'horreur. Du coup, je suis vraiment en acceptation, en dévotion de, OK, je reçois cette nourriture et c'est la même chose quand je respire. Je reçois cette nourriture qui est en moi et je l'accueille. C'est ça, inspirer en fait. C'est j'accueille ce que je reçois. Et dans la relation, c'est super intéressant de pouvoir voir quelle est la part de moi qui accueille ce qui vient de l'autre dans la relation. Par exemple, en ce moment, avec le masque, qu'est-ce qui se passe? Je signifie au monde, quand je porte le masque, en tout cas, si je le porte dans cet état d'esprit-là, que je n'ai pas trop envie de recevoir ce qu'il a à me donner. Je n'ai pas trop envie de recevoir tes virus et tes bactéries potentielles. Donc, je mets le masque et je filtre ce que j'inspire. Et puis, pareil, évidemment, c'est aussi, je te protège de ce qu'il y a dans mon intérieur. Donc, je ne te donnerai pas ce que j'ai en moi. Respirer en face de quelqu'un, bouche grande ouverte, comme le Osho, par exemple, dans certains de ses stages en breathing, c'est vraiment face à quelqu'un comme ça, c'est sacrément intime. C'est accepter de donner et de prendre ce que l'autre est en train de te donner et de recevoir. Pareil en tantrisme, quand on se met dans la position face à la partenaire et qu'on respire, alors de manière alternative, j'inspire quand tu expires, etc., etc., pour créer ce cycle d'énergie, j'accepte de donner et de recevoir, et tu donnes et tu reçois aussi, et on est vraiment dans un lien très intime. Donc, accepter d'envisager la relation comme ce don et cette réception, et se demander qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois dans la relation, comment je respire la relation, vous voyez, c'est un point extrêmement important.
sur lequel j'ai envie aujourd'hui de rester quelques instants. Donc, j'inspire, je reçois. C'est yin. J'honore ce que j'ai reçu. Et puis, j'expire, je donne. C'est yang. Et enfin, je me libère, poumon vide. Vous remarquerez qu'on a tendance à penser que la respiration serait plutôt volontaire, l'inspiration. C'est volontaire puisque je dis je prends et du coup, ce serait plutôt yang, j'y vais. Yang, c'est quand je suis dans l'élan de l'action. Et on aura tendance à dire l'expiration, je me dégonfle, c'est passif, c'est plutôt yin. Dans cette idée que la passivité, le yin, le féminin, ce serait quelque chose, voilà, un bloc. Et en fait, c'est le contraire. Le mouvement de l'inspiration est un mouvement de réception de l'extérieur vers l'intérieur, c'est yin. Et le mouvement de l'expiration, c'est le fait de donner son intérieur à l'extérieur, c'est yang. Et j'aimerais bien essayer de revenir quelques instants là-dessus pour mieux comprendre ce qui se passe dans la relation. Donc, yin et yang, vous savez, ces deux polarités du taoïsme que vous connaissez bien, elles ne concernent pas simplement l'homme qui est yang et la femme qui est yin, mais elles considèrent ces deux parts de moi qui se compénètrent à chaque instant et qui sont ma capacité à donner et ma capacité à recevoir. Yin et yang. Et juste ce que peut-être vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent, et je le fais pour vous, si vous changez un petit peu, j'adore ça, si vous tournez un petit peu le yin et le yang, vous retrouvez quoi? Oh, le mouvement de la vague de la respiration. Et ouais, et vous remarquerez que le yin, qui est du coup la partie noire du symbole du yin et du yang, le yin, c'est vraiment la vague qui monte. Et le yang, c'est la vague qui descend. C'est le blanc qui descend là. Et on retrouve vraiment le fait d'inspirer et le fait d'expirer. Voilà, c'était un petit cadeau pour pouvoir, comment on va dire, moyen mémotechnique. Mais pas que, hein. Il y a plus de trucs. Alors, je reviens à mon yin et mon yang. Donc, le yin, effectivement, c'est le féminin, mais c'est le féminin en moi, c'est-à-dire ma capacité de réceptivité, ma capacité d'accepter l'extérieur dans mon intérieur. Ça, c'est le féminin en moi. Et homme comme femme, évidemment, j'ai cette réceptivité. Si je la nie, si je suis que dans le yang, je perds une sacrée partie de mes relations. Et puis, donc, le yang, c'est ma partie masculine, ma partie qui prend l'intérieur et l'amène vers l'extérieur. Et donc, c'est l'élan de l'action. Voilà. Donc, effectivement, c'est lié au soleil, à la chaleur, et le yin à la lune et à la fraîcheur. Je vais y revenir tout à l'heure. Quand même, j'ai envie de dire, si maintenant je place la femme dans son yin et l'homme dans son yang, puisque c'est ça aussi dans la compénétration des deux pôles, la femme est une manière de relier en elle le yin et le yang. Et l'homme est une manière de relier en lui le yin et le yang. J'ai envie de parler de couleurs. Il y a des couleurs différentes dans la relation entre le yin et le yang chez l'homme et chez la femme, évidemment. Et c'est ça qui rend très intéressant le fait que nous sommes sexués. Et alors, on peut être aussi bisexuel, c'est OK, on peut être transsexuel, mais on a quand même, en général, plutôt une manière qu'une autre de relier en nous le yin et le yang, le don et la réception. À vous de voir quelle est la manière qui prédomine chez vous. Et ça ne dépend pas forcément du sexe. Oui, c'est plus ce qu'on appelle le genre, à savoir si les gens sont plus cisgenres ou transgenres, choses comme ça. Mais une femme peut être très, très yang et beaucoup plus dans l'élan de l'action et un homme beaucoup plus dans l'intériorisation et des choses comme ça. C'est OK. En tout cas, ils ont une couleur particulière souvent. Sauf ceux qui se disent non-binaires. Et finalement, ça existe aussi et c'est OK. Qu'est-ce que ça m'amène à vous dire de la relation? C'est énorme, puisque savoir inspirer, c'est savoir, avant tout, se laisser inspirer. C'est-à-dire savoir recevoir et honorer. Et vous voyez qu'on a souvent tendance, notamment nous les Occidentaux imbus de notre personne, à penser, et notamment les mâles, notamment les philosophes mâles, et Descartes, et Kant, et Hegel, et Spinoza, et j'en connais plein d'autres, puisque la philosophie est jonchée de philosophes mâles et un peu machistes sur les bords. Donc, je ne sais pas qui c'est qui tousse, mais si c'est possible d'éteindre le micro, c'est top. Merci beaucoup. C'était un beau tout sautement, une belle expiration. Du coup, on a tendance à penser que c'est nous qui créons tout notre système, vous voyez, comme des êtres tout-puissants, des petits dieux,
cogito ergo sum, je pense donc je suis et je suis entièrement le créateur de mon système. Je n'ai même pas été enfanté par ma maman, non, non, voilà, je viens au monde ex nihilo, à partir de rien et je crée mon système. Et moi, j'ai envie de te dire, mais inspire un peu, respire déjà, décontracte-toi, et puis inspire, laisse-toi inspirer. Et vois si ce que tu as l'impression de créer tout seul dans ton coin, ce n'est pas tout un tas de choses qui te sont arrivées, qui t'ont traversé. Tu es sûr que vraiment tu es à l'origine de tout ça? Tu es sûr, sûr? Ok, si tu veux. Moi, j'en suis pas sûr, hein. Et donc, pour moi, le pouvoir de l'inspiration, c'est le pouvoir de la conscientisation de ce que je reçois. Et, c'est super important aussi, de la reconnaissance de mon implication dans la réception. Parce que pour recevoir, il faut que je sois actif. Il faut que je sois vigilant à ce qui se passe en moi, évidemment. Ça, c'est la conscience. Et puis, expirer, c'est pareil. Expirer, c'est waouh, laisser partir, abandonner, arrêter de retenir. Ce que je vous disais dans le deuil. Et encore une fois, arrêtons de péter plus haut que notre. Et arrêtons de penser qu'on est capable de tout digérer, de tout garder, sans jamais expirer, sans jamais tomber en dépression, sans jamais rendre à la terre les choses, m'imposer au sol et rendre à la terre ce qui t'a traversé. Mais non, c'est bon, je peux digérer, ça va, pas de souci. Mais non, expirer, c'est reconnaître que, un, je veux plus de ça, et que deux, ok, j'accepte de le donner. Et d'en faire cadeau. Parce qu'il y a des gens qui, et notamment des énergies, et notamment Terre-Mère, qui est là pour ça dans ma cosmologie, qui peuvent recycler. Et c'est ok de donner ça et de dire, j'expire là, j'en veux plus. Et ça, je le fais tellement souvent dans ma vie, c'est tellement bon d'expirer et de rendre. Savoir rendre, savoir donner. Savoir recevoir de l'autre, savoir donner à l'autre, savoir se donner à l'autre, vous voyez, se confier à l'autre, pardonner à l'autre. C'est que des expirations, tout ça. Toujours dans l'expiration. Eh bien, c'est savoir être en relation. C'est pas rien hein, quand on y pense. Et donc, j'ai envie de distinguer quelques instants humilité et humiliation par l'analyse de la respiration. Ça a été trop souvent relié. Même Kant, un des plus grands philosophes, censément, même si je ne le kiffe pas des masses, même Kant a relié humilité et humiliation en disant pour atteindre l'humilité, il faut avoir été humilié. Ouais, génial comme philosophie. Et je ne suis pas trop d'accord, moi. J'ai plutôt l'impression que l'humilité, c'est le fait de ne pas vouloir trop garder, pas vouloir trop prendre, pas vouloir s'enfermer dans un cycle d'intensité, de désir d'intensité. Ça, c'est l'humilité. C'est accepter de respirer, accepter d'inspirer, puis d'expirer. Mais l'humiliation, c'est quand je prends ma courbe de respiration et que je la ratatine comme ça, comme ça, comme ça, en disant, tu ne vas pas respirer trop fort, hein, ok? Parce que autrement, tu vas gêner les autres. Hein, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Donc, s'il te plaît, respire pas trop fort. Et je vais t'empêcher de trop inspirer. Pour pas que tu pousses trop, parce que tu pourrais faire de l'ombre aux autres si jamais tu poussais trop, si tu te développais trop. Et là commence l'humiliation. Dans toute cette pédagogie, qu'on appelle la pédagogie blanche, ou des fois la pédagogie noire avec Alice Miller, et qui consiste à apprendre la frustration, hein, à apprendre à pas trop justement péter plus haut ton cul, mais là, peut-être pas pour les bonnes raisons, pas trop déranger les autres. Et le masque est encore une de ces stratégies d'humiliation qui consiste à dire tu pourrais potentiellement toucher les autres de ce qu'il y a en toi si jamais tu respires trop. Donc mets ton masque, s'il te plaît. Et pareil, protège-toi des autres. Et donc là, on est vraiment dans l'humiliation. Et pour moi, l'humiliation, c'est l'asphyxie. J'arrête de respirer, je respire le plus doucement possible. Pour ne pas faire trop de vagues, pour ne pas faire trop de bruit. Donc, humilité et humiliation, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas relié. Vous voyez, c'est même antagoniste. Et c'est là qu'interviennent les constellations familiales et systémiques. Et vu que ma chérie, elle n'est pas là ce soir avec moi pour cette conférence, je vais devoir expliquer un peu à la place ce qui est son domaine. Donc, je vais le dire assez brièvement, même si je connais quand même plutôt pas trop mal ce qu'elle fait depuis quelques années. Les constellations familiales et systémiques, c'est un exercice qui consiste à poser dans l'espace sa famille ou son groupe ou son système quel qu'il soit. C'est pour ça qu'on dit familial ou systémique. Une famille est un système et il y a d'autres systèmes. Il y a un système professionnel, il y a un système familial interne, ça c'est Richard Schwartz, je vous en parlerai un petit peu. À l'intérieur de moi, j'ai plein de petites parts qui sont en relation les unes aux autres. Et donc,
toutes ces choses qui s'agitent autour de moi et qui s'agitent en moi, eh ben, l'espace d'un instant, je les pose dans un espace-temps créé dans une salle avec différents personnages qui vont jouer différentes entités de mon système et je vais pouvoir éclairer ce système. Je vais pouvoir le mettre en lumière et je vais pouvoir aussi, magie, intervenir dessus, sans forcément que les membres de ma famille ou de mon système réel soient là. Parce qu'en général, ils n'ont pas envie de bouger. Hein, ils n'ont pas envie de bouger. Et moi, j'ai très envie de bouger. Et du coup, ce que je fais en général, c'est essayer de les faire bouger parce que comme ça, j'ai l'impression que bah, ça va bouger pour moi. Mais non, ça ne marche pas. Et du coup, là, je bouge dans mon système à moi. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai l'impression que très souvent, ça va faire bouger tout mon système auto. Ah, ça, c'est top. Et donc, c'est ça, constellation familiale. Créer un espace-temps, une respiration à l'intérieur, au niveau fractal de la vie de la personne. Et dans cet espace-temps, je vais rendre à chacun ce qui lui appartient. Je vais reprendre ce qui est à moi et à moi seul. Et je vais pouvoir repositionner les différentes parties de mon système. Donc ça, en général, c'est ce qu'on fait dans nos stages avec Sophie l'après-midi. Le matin, on respire et on va chercher du matériau. L'après-midi, ah, c'est cool, il y a plein de matériaux qui est là. Eh ben, on va essayer de poser tout ça dans l'espace-temps et on va essayer de guérir. Alors, si vous voulez, je vous fais quand même une petite parenthèse. Parce qu'on a tendance à bien comprendre qu'on vit dans un système relationnel à l'extérieur de nous, mais moins qu'on vit dans un système relationnel à l'intérieur de nous. Ce que Richard Schwartz appelait le système familial interne. S, F, I. Enfin, lui, c'était IFS, Internal Familial System, en anglais. À l'intérieur de moi, j'ai plein de parts, plein de personnalités, plein de petits bonhommes qui sont en relation les uns avec les autres. Hop, je réadmets Sylvie. Et alors, il y en a qui peut être la part de moi qui a peur. Il y en a qui peut être la part de moi qui est jalouse. La part de moi qui est enthousiaste. La part de moi qui est sensible. La part de moi qui, etc., etc. Et toutes ces parts, elles vivent ensemble, elles discutent en permanence. Il y en a des fois qui prennent le dessus, des fois d'autres. Et ça, c'est ma salle de conférence interne. Si vous avez regardé Split, le film avec le gars qui a les 13 personnalités, c'est exactement ça, sauf que ça devient maladif quand vraiment il n'y a plus de communication entre les parts. Et tous les jours, je communique avec mes différentes parts à l'intérieur de moi. Sauf que des fois dans ma vie, il se peut que sous la pression extérieure, notamment de mes parents, j'ai exclu certaines parts de moi qui n'étaient pas trop acceptées dans le système parental, dans le système familial. Je les ai ostracisées. Elles n'ont plus le droit de citer. Et alors, ça peut être aussi des fois pour les protéger que je fais ça. Et ça peut être parce que c'est des parts très sensibles et qu'elles ont beaucoup souffert lors d'un traumatisme et que du coup, eh ben, il y a des gardiens qui sont venus les protéger et dire toi, tu ne peux pas te permettre d'aller trop au grand jour, tu vas te faire massacrer. Donc, on te garde en dessous, dans l'inconscient. Il y a plein de raisons pour lesquelles certaines parts sont exclues du champ de ma conscience. Ce que Freud a appelé le refoulement, mais sans imaginer à quel point est-ce qu'il y avait vraiment plein de parts là-dedans. Et donc, dans la constellation familiale et systémique, c'est par là avec lesquels je suis en relation sans l'être, en fait. Je vais aller retourner les chercher et les réintégrer dans mon système, accepter de les recevoir à nouveau dans la salle de conférence. Et ça, c'est une révolution, vraiment, au sens propre de retour à l'évolution. Parce que la révolution, ce n'est pas la réforme où on change la forme à nouveau, c'est le retour à l'évolution. Et je me suis bloqué à un moment donné en ostracisant une de mes parts, en la rejetant en dehors de moi. Je vais retourner la chercher et je reviens à l'évolution. Et puis, il y a aussi plein de choses qui sont en moi et qui peut-être ne m'appartiennent pas. Oh, des cadeaux, oh, des boulets, oh, des choses que je traîne tous les jours et qui sont des héritages de papa-maman ou de grand-papa, grand-maman ou de la lignée maternelle ou paternelle. Et ces choses-là, j'ai l'impression qu'elles sont à moi. Et en fait, je me rends compte assez vite en constellation familiale que ça, c'est pas à moi. Ok, je te le rends. Et donc, je te le donne. Et c'est ça aussi, pardonner. C'est rendre à l'autre ce qui lui appartient. Si vous voulez vraiment pardonner, c'est donner à l'autre ce qui n'est pas à soi, ce qui est à lui. Et lui rendre ça. Alors, vous n'avez pas cette définition peut-être du pardon, mais allez la visiter, vous verrez, elle est intéressante. Je te rends ce qui est à toi. Et je reprends ma responsabilité, mais pas la tienne. Voilà ce que l'on fait dans les constellations familiales. Et encore une fois, c'est vraiment en lien avec donner, recevoir. Je te rends dans l'expiration ce qui n'est pas à moi, mais ce qui est à toi. Et j'accepte de recevoir dans l'inspiration, dans un mouvement à l'inspiration, ce que pendant des années, peut-être, j'ai plus voulu recevoir, plus voulu accepter cette part de moi
qui maintenant va de nouveau faire partie de moi. Et je respire un grand coup. Ah ouais, oui, c'est la slide suivante. Et je respire un grand coup. Et vraiment, quand on s'aperçoit qu'il y a une guérison comme ça dans une constellation, c'est tout le système autour qui se transforme. Parce qu'il y a une respiration qui se refait. Allez, on arrive à la troisième et dernière partie. Promis, elle est plus courte. Et là, je pense que je suis déjà large à 1 heure. Ah, petite respiration. Je remets vite fait les messages parce que je vois qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé. Ouais, ok. Bonne soirée, Emma. Allez, les 4 saisons de la relation. Ouais, vous allez voir, c'est pas qu'une métaphore. Déjà, je voulais vous dire que on a parlé donc des phases de la respiration, mais on n'a pas parlé du rythme. Et ouais, parce que respirer, ça a un rythme. Et oui, dans ma vie, des fois, je peux respirer tout doucement, slowly. Et là, j'ai un rythme très lent. Ou alors, je peux respirer vraiment speedy. Speedy Gonzalez, c'est la 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 la. Et vous remarquerez que je suis plutôt speedy que slowly, personnellement. Et donc, c'est-à-dire que j'alterne vraiment assez rapidement ces phases-là et je passe même des fois très, très rapidement sur des phases que j'aime moins dans ma vraie vie, comme par exemple l'apnée basse. Dans mon rythme de vie, il est très peu présent parce que je passe d'une activité à une autre en permanence. Et c'est pour ça que dans la respiration, moi, j'ai privilégié inconsciemment au début et maintenant consciemment l'apnée basse pour me donner des temps de pause. Et c'est vraiment jouissif. Et c'est lié à mon rythme de vie. En général, les personnes qui ont un rythme de vie trépidant, elles adorent bosser en apnée basse, en pranayama. Et les personnes qui ont un rythme un peu plus lent, un peu plus posé, elles ont plus de mal. Et par contre, elles aiment beaucoup l'apnée haute. Parce que ça rééquilibre, en fait. La respiration est rééquilibrage. En tout cas, savoir trouver son rythme, c'est savoir donc se reposer, ralentir le rythme, accepter des fois le vide quand j'ai un rythme effréné. Et donc, parfois, la dépression, c'était le seul remède à une trop grande pression. Mais savoir trouver son rythme, c'est aussi donc en équilibrage, c'est aussi pouvoir respirer, jouir, se faire plaisir, s'agiter, se projeter en avant quand on est plutôt dans un mode de vie de culpabilisation, comme je disais tout à l'heure, avec l'humiliation, où on nous demande de ne pas trop respirer. Et du coup, on va avoir un rythme de respiration qui va être très faible. Et on se demande pourquoi ça ne va pas trop dans ma vie. C'est souvent lié à une humiliation. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher à gagner en air, à pouvoir à nouveau prendre sa place, à pouvoir à nouveau ouvrir ses poumons et aller, on remet l'intensité. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait dans les stages, de rééquilibrer la respiration par rapport à son rythme de respiration traditionnel. Donc la respiration est un équilibrage. Et alors, j'ai envie de vous montrer concrètement comment on fait pour restaurer l'équilibre. Et ça tient à une bonne compréhension de nos amis les plantes. Ouais. Et je ne parle pas du cannabis. Non. Nos amis les plantes respirent de manière assez particulière. Parce que je vous disais tout à l'heure, leur respiration en tant qu'échange gazeuse, elle se fait un peu toute la journée, mais c'est vrai qu'elle se fait plus la nuit que le jour. Et maintenant, si on parle d'activité et de repos, vous voyez, le jour, elles sont en pleine activité, la nuit, elles se reposent. Parce que le jour, elles sont en pleine photosynthèse et qu'il y a la lumière et qu'il faut y aller produire des substances à consommer. Et puis la nuit, elles se reposent, elles refont leur métabolisme. Et donc, il y a vraiment une respiration des plantes de ce mode-là. Alors, au niveau métaphorique, il y a la respiration échange gazeux, effectivement, mais la respiration jour-nuit. Le jour, donc, c'est allez, on y va vers la lumière, vers la chaleur. Et la nuit, c'est OK, vers l'obscurité, vers la fraîcheur. On pose un peu les choses. Et puis, c'est aussi le cas au niveau des saisons, puisque l'été, c'est la pleine activité pour les plantes, production de photosynthèse, beaucoup de lumière, et l'hiver, c'est plutôt la pause, c'est plutôt l'expiration et l'apnée basse pour les plantes. Et ça, j'ai envie de vous le montrer de manière géniale dans cette petite vidéo que je vais vous passer maintenant, qui est la conséquence de photographies de la planète Terre faites par la NASA durant des années. Et donc, c'est des photographies qui étaient très spéciales, hein, qui mesuraient le taux de chlorophylle dans les différents organismes végétaux sur Terre et dans les océans, les microplanctons et tout ça. Et vous voyez, tout ce qu'il y a en vert, cette image, c'est
la chlorophylle qui est présente dans l'océan comme sur Terre. Et donc, on voit bien. Mais ce dont on se rend compte, quand on met la vidéo, alors je vous la fais, nouveau partage, elle est là, vidéo. Alors, j'espère que vous pouvez pouvoir assister à ça, parce que c'est remarquable. C'est parti. Et regardez ce qui se passe dans cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que là, je suis en hiver, au pôle Nord, allez. Et là, je suis en été. Et là, je suis en hiver. Et là, je suis en été. Et là, je suis en expiration. Et là, je suis en inspiration. Expiration et inspiration. Et en fait, ce cycle été-hiver, c'est 1 an. Et là, on voit des années et des années qui défilent. Là, vous voyez, c'est été, hiver, été. Et la planète Terre respire, évidemment. Elle respire parce qu'elle a aussi un rythme qui est sinusoïdal comme notre respiration à nous, mais sur une année. Et voir ça, conscientiser ça, c'est waouh, la planète Terre respire aussi. J'adore, pour ceux qui parlent de Gaïa ou qui connaissent Gaïa. Alors, je vous remets maintenant les slides. C'est ça, pour continuer la présentation. La Terre aussi respire. Bonne nouvelle. Et vous voyez que ce cycle de respiration, eh ben, il a 4 phases. Alors, vous allez me dire, là, on retourne au CP ou au maternel avec les petites images qu'on nous donne quand on a réussi un exercice. Effectivement, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, avec les feuilles qui tombent. Mais en fait, c'est énorme ce qui se passe dans les saisons. Parce que le printemps, effectivement, c'est là où ça bourgeonne, c'est là où ça revit. L'été, c'est la pleine activité chlorophyllique. L'hiver, c'est les feuilles qui se déposent et qui tombent à terre. Et l'hiver, c'est le repos. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas que le printemps, c'est l'inspiration, que l'été, c'est la rétention apnéote, que l'automne, c'est l'expiration avec les feuilles qui se déposent à terre, et que l'hiver, c'est le repos vraiment avec le froid qui arrive. Et on pourrait relier les 4 éléments et les 4 directions. Je ne vais pas le faire forcément là parce que ce n'est pas le but de cette conférence, mais c'est génial de pouvoir se dire, ah ouais, je le fais vite fait. L'inspiration, c'est l'air, c'est le bourgeon, c'est ce qui va vers le haut. L'été, c'est le feu, ça brûle, on est en hyperactivité. L'automne, c'est le retour à la terre, c'est la dépose des feuilles vers la terre. Et l'hiver, c'est l'eau qui coule, mais qui gèle aussi. Et donc, ces éléments-là, ils sont liés aux saisons. Et le sud, c'est l'été, le nord, c'est l'hiver, et le printemps, c'est l'est, puisque le soleil qui se lève, et l'automne, c'est l'ouest. Tout ça, dans la roue médecine des sociétés traditionnelles, ça a un sens qu'on a oublié. Et j'adore revenir à ce sens quand même, dans notre philosophie occidentale, qu'il a vraiment oublié. Et alors, la lune dans tout ça, la lunita, hein, est-ce qu'elle a aussi un cycle? Mais regardez, une photographie qui est prise donc sur un point régulier tous les jours pendant 28 jours et qui nous montre les différentes phases de la lune. Ça ne fait pas un peu une sinusoïdale? C'est génial. Effectivement, la lune aussi a un cycle en 28 jours et les femmes le connaissent bien mieux que les hommes puisqu'elles l'ont aussi en eux. On va y arriver. Mais ce cycle lunaire, il a 4 temps, il a 4 énergies, tout comme le cycle solaire, mais beaucoup plus rapide. La pleine lune, c'est l'énergie max, c'est le feu, c'est l'été. La lune descendante, c'est le retour sur soi, c'est la terre, c'est l'automne. La nouvelle lune, donc la lune qui est vide, c'est évidemment l'hiver, l'eau, l'apnée basse, le renouveau. Et puis la lune ascendante, c'est l'inspiration, c'est le printemps, c'est l'air, c'est la créativité qui revient. Et dans mon cycle lunaire, j'ai ces 4 phases que j'ai annuellement dans mon cycle solaire. Là, je les ai sur 1 mois, ou plutôt sur 28 jours. Et alors, quand je suis un homme, je l'ai ce cycle, puisque je suis lunaire comme la femme, mais peut-être j'ai moins de capacité de réception et peut-être moins d'envie de prendre en compte ce qui m'arrive mensuellement que la femme qui, on va dire, est bien obligée puisqu'elle a un cycle dans son corps qui lui rappelle ça. L'été, c'est l'ovulation, c'est le feu, c'est l'apnéote, c'est waouh, plein de désirs chargés au taquet. Et puis, il y a l'expiration de la lune descendante jusqu'à la phase où je suis dans mon hiver, dans mes lunes, comme on dit, dans mes règles, dans mon intériorisation. Et là, on se rend compte à quel point aussi l'eau est important. À ce moment-là, je lâche mon eau. Et puis, donc, dans toutes les sociétés traditionnelles, ils honorent cet instant-là.
Ah bon, ça dépend. Des fois, ils excluent les femmes aussi. Ça, c'est une autre histoire. Et puis ensuite, il y a l'inspiration de la lune ascendante qui revient. J'inspire à nouveau. Je suis dans mon printemps. Et donc, euh, une femme qui connaît bien son cycle, connaît bien ces 4 phases-là et cette respiration qui lui est offerte mensuellement et qui n'est pas toujours agréable à recevoir. C'est très, très clair. Pas toujours agréable. Et alors, la question, c'est quoi? Est-ce que c'est un cercle qui se reproduit toujours à l'identique, du coup, ça? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt une espèce de cycle spiralaire qui fait que tous les ans, je vais revivre les 4 saisons. Tous les mois, je vais revivre les 4 temps de la Lune. Et peut-être à chaque instant, je vais revivre ce cycle de la respiration qui va recommencer. Mais à chaque fois, comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière, je ne serai plus le même. J'aurais changé d'un instant à un autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Et si des fois j'ai l'impression de revivre les mêmes choses, c'est parce que vous voyez, dans cet été qui est là en jaune, eh ben, je retombe dans un été qui peut me rappeler l'été du mois précédent, ou de l'année précédente, ou de la respiration précédente. Je suis à nouveau au taquet, ou dans mon hiver de la même manière, mais j'ai changé. Ce cycle spiralaire qui fait que je ne revivrai jamais la même chose, même si je repasse par des endroits similaires, c'est la respiration. C'est ça la respiration. Ok, c'est sinusoïdal, mais on ne voit pas comment ça évolue quand c'est sinusoïdal. Ok, c'est cyclique, mais on ne voit pas comment ça évolue quand on se contente du cercle. Non, en fait, c'est spiralaire. Et là est l'évolution de ma respiration, le fait de pouvoir jouer dessus. Alors évidemment, ça peut évoluer en bien ou en mal. Je peux tomber très bas dans un cycle, un cercle vicieux. Je peux monter très haut à certains moments dans une spirale vertueuse. Et la seule différence, en fait, puisqu'il suffit d'un déclic pour passer, vous voyez, d'un cercle qui est vicieux à un cercle qui redevient vertueux, il suffit juste d'un déclic de conscientisation. La seule différence, elle est, d'après moi, dans l'acceptation de ce qui est. Puisque quand je suis en train de descendre, c'est vraiment en fractal, hein. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je suis en train de descendre dans une spirale que je dis négative? Je suis en train d'expirer. Je suis en train d'expirer, en fait. Et donc, évidemment, dans cette spirale, je vois souvent des deuils à faire, des machins, tout ça. Donc, j'ai des expirations, mais j'ai une expiration à un niveau au-dessus qui consiste à accepter que je descends et à abandonner. Et quand je remonte, je suis en pleine inspiration. Et donc, la respiration, vous voyez, je vous la mets là, ne pas oublier le fractal, elle se fait à tous ces niveaux. Chaque instant, je respire et je déploie mes poumons. Et après, j'expire, etc., etc. Et puis, jour et nuit, j'ai une respiration. Le jour, je suis en inspiration. La nuit, je suis en expiration. Et puis, tous les mois aussi, je respire. Et toutes les années aussi, j'ai une respiration. Et puis, j'ai des cycles, des métacycles qui englobent tout ça. Et en fait, je respire dans la respiration, dans la respiration, dans la respiration. Ma vie est une respiration. Et si maintenant, je place la vie de mon corps au sein d'une autre respiration, je peux imaginer que ça continue après, et que ça a commencé déjà avant, et que c'est juste un moment de cette respiration, mon existence incarnée, un petit moment de cette respiration, qui contient des respirations, qui contiennent des respirations, qui contiennent des respirations. Et c'est ça qui est génial pour moi quand j'envisage la respiration. Alors, comment je peux faire pour jouer là-dessus? Comment je peux faire pour mieux comprendre ma respiration et pour mieux l'utiliser, pour mettre en lumière mon propre système? Ben, il reste, allez, 10 minutes. C'est la dernière partie de cette conf où je reviens sur la respiration holotropique. Déjà, il faut que je me rende compte clairement que quand j'inspire ou quand j'expire, je ne suis pas dans le même état de conscience. J'adore le fait de parler d'état de conscience modifié en disant il y a l'état de conscience normal et puis il y a l'état de conscience modifié. Puis l'état de conscience modifié, eh ben, c'est quand je suis, par exemple, sous l'effet d'alcool ou du tabac ou des psychédéliques. Oh, je suis en état de conscience modifié. Mais tous les jours, je suis en état de conscience modifié par rapport à l'état de conscience d'avant. Quand j'inspire, je ne suis pas dans le même état de conscience que quand j'expire. Quand je suis en apnée haute, je ne suis pas dans le même état de conscience que quand je suis en apnée basse. Conscientisez ça. Et voyez à quel point votre état de conscience dépend de votre respiration. Je suis perpétuellement en état de conscience modifié. Donc arrêtons de distinguer état de conscience normatif et état de conscience modifié. Non, je modifie sans cesse mon état de conscience. Alors, ok, je peux des fois le modifier beaucoup plus que d'autres fois.
Et comment je fais pour, par exemple, vraiment jouer sur mon état de conscience? Pour aller, comme je vous disais, sortir des vieux dossiers, sortir du matériau. Eh bien, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, parce que c'est maintenant le moment. Je peux jouer sur le rythme de ma respiration. Parce que ma respiration a un rythme. Par exemple, si je fais faites-le 10 fois et ensuite gardez à la fin de l'expiration poumon vide pendant quelques instants. Vous allez voir, votre état de conscience, c'est clair, il va changer. Là, moi-même, déjà, il vient de changer. Déjà, dans mon corps, je commence à transpirer. Mon état de conscience, il va commencer à changer. Je peux jouer sur mon état de conscience en respirant différemment. C'est là tout le côté bénéfique de la respiration holotropique, c'est je vais provoquer un état de conscience modifié de manière puissante, modifié durablement pendant 3-4 heures, juste en modifiant le rythme de ma respiration et l'amplitude. Pourquoi? Parce qu'habituellement, quand je fais rien, je ne vais pas m'hyperventiler. Parce que l'hyperventilation, c'est une réaction à l'effort. Et c'est une réaction qui consiste à amener de l'oxygène en abondance et surtout à désaturer l'hémoglobine du CO2. Et donc à vraiment vider tout le CO2, qui a un impact sur mon système nerveux sympathique, qui a un impact sur mon métabolisme, qui a un impact sur mon état de conscience. Et quand je m'hyperventile, eh bien, je viens changer tout le taux gazeux de mon sang, le pH, tout. Et du coup, je modifie mon état de conscience. Et si je le fais sans être en effort, allongé sur un matelas, les yeux fermés, je m'hyperventile, alors là, il y a un truc qui va se passer dans mon corps. C'est comme si toutes les cellules, elles faisaient la fête par le fait qu'elles se remplissent d'oxygène et elles ont moins de CO2. Ça va faire comme si, moi j'aime bien cette métaphore, je remplis ma baignoire et je continue à laisser couler l'eau une fois qu'elle est pleine. Ben, ça déborde. Et là, dans l'hyperventilation de la respiration anthropique, ça déborde. Tout ce qui en moi a été contenu, enfoui, refoulé, tout d'un coup, il sort. C'est la catharsis en grec, c'est-à-dire l'extériorisation massive de contenu inconscient. Et ce n'est pas la peine de chercher à contrôler. Pourquoi? Parce que je suis dans un espace sécurisé, avec des gens qui savent ce que c'est et qui sont là pour m'accompagner. Moi et ma compagne, en l'occurrence. Et du coup, je vais pouvoir accueillir et recevoir ce que habituellement je ne perçois pas et je vais pouvoir le voir apparaître. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, juste pour finir, il y a deux intensités à distinguer pour bien comprendre la respiration holotropique. Il y a l'intensité que très souvent je mets en place dans ma vie, que je recherche, l'intensité quantitative, qui consiste, vous voyez, à dire, eh ben, j'en veux toujours plus. Donc, j'accumule les biens, j'accumule les plaisirs, j'accumule les sensations et je m'accoutume au plaisir et j'ai besoin de toujours plus d'intensité pour pouvoir me sentir vivant. Et ça, c'est l'intensité quantitative. C'est pas ça que je cherche en respiration holotropique. C'est pas parce que je vais respirer plus, que je vais respirer plus vite et plus ample, que je recherche l'ivresse quantitative. Non, je recherche la simplification qualitative. Le point commun entre la respiration holotropique et la privation sensorielle, s'il existe un point commun, privation sensorielle, vous enlevez tout ce que habituellement vous mettez dans l'essence, dans le caisson d'isolation sensorielle, par exemple. Vous enlevez la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça, vous flottez dans de l'eau qui est chargée en sel, à la température du corps. Et du coup, ce qui se passe très souvent, c'est que le contenu de l'inconscient ressort. Et dans la respiration topique, c'est la même. En fait, ce qui se passe quand vous donnez de l'air dans votre système, c'est que vous allez dégager les barrières. Vous allez dégager tout ce qui empêche le contenu interne de ressortir et ça ressort. Et il y a juste à l'accueillir. Donc, on enlève tout ce qui bloque. Et quand ça bloque dans la respiration anthropique, vous le sentez, ça fait mal, ça tétanise. Mes mâchoires tétanisent. Ouais, c'est normal. Tes mâchoires, elles ont été habituées à pas trop parler, pas trop s'exprimer. Mes mains, elles tétanisent, mes bras, ils tétanisent. C'est pas pour rien. J'ai un point dans la colonne vertébrale. Ouais, c'est là où l'énergie, elle ne circule pas. Et du coup, allez, continuez à respirer là-dedans. Et on va aller nettoyer tout ça, on va aller enlever tout ça et on va faire ressortir ce qu'il y a à ressortir. Donc, on enlève pour mieux affiner la perception, pour mieux passer à des perceptions très subtiles. Et quand je suis en état de conscience modifié, en respiration anthropique, j'ai une perception méga subtile de tout ce qui se passe autour de moi. C'est ça qu'on dit en général aux gens, le matin, vous arrivez à jeun, pour pas déjà avoir une haleine et puis pour pas sentir votre bide encore plus qu'à d'habitude, et pas de parfum, rien du tout. Parce que là, en respiration anthropique, je sens ça à 10 km, comme un animal, vraiment quoi. Et donc, on va se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de soi.
Donc, les yeux bandés pour ne pas être perturbé par l'extérieur, allongé sur un matelas, on s'hyperventile et on accueille. Et donc, ce qui m'intéresse dans la respiration profonde et holotropique, ce n'est pas la quantité d'air inspiré, c'est la qualité. C'est la qualité de ce que je vais inspirer en m'hyperventilant. Voilà l'idée. Donc, ce n'est pas un exercice barbare, sauvage. C'est un exercice d'une grande subtilité, mais qui va me demander de m'engager profondément dans ma respiration. Voilà. Et dernière chose pour bien vous faire comprendre cet état très spécial qu'est l'état de la respiration holotropique, c'est vrai que je suis à la frontière entre deux manières de placer ou de déplacer ma conscience. Quand je cherche à entrer dans des états de conscience modifiés, j'ai deux possibilités. Soit je m'associe plus que d'habitude à ce qui se passe, méditation, vipassana, et pour ça, encore une fois, il faut vraiment diminuer le plus possible les sollicitations externes pour pouvoir vraiment pleinement être associé à ce qui se passe en moi, association. Soit je cherche à me dissocier le plus possible dans l'hypnose, par exemple, qui est un état de conscience modifié, de ce qui se passe, et du coup, je dissocie la conscience et le fonctionnement du corps, et donc je laisse libre cours au corps, dans l'hypnose ericksonienne, de développer des ressources, de mettre en place des mécanismes très intéressants. Dissociation, association. Dans la respiration holotropique, en fait, c'est les deux, très paradoxalement, que je mets en place. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est les deux. Je m'hyperventile, ce qui va créer une légère dissociation puisque je ne contrôle plus ce qui vient à la surface de ma conscience. Mais en même temps, je m'associe à ce qui vient parce que je suis encore suffisamment conscient pour pouvoir vivre très clairement tout ce qui apparaît à la surface de ma conscience. Et dans tous les états de conscience modifiés que je suis allé explorer, que ce soit avec la respi ou avec différentes plantes médecines, sauf peut-être une seule fois avec un psychédélique très précis, qui est très peu connu d'ailleurs, mais qui provient d'une substance qui est sécrétée par un crapaud mexicain, le bufo. Donc là où la conscience, elle est vraiment submergée de partout, dans toutes les autres plantes, il y a la conscience qui est toujours là. Et dans la respiration holotropique, la conscience est pleinement là. Et elle me permet de m'associer à ce qui se passe. Donc, je ne perds pas conscience. Je ne perds pas pied. Je suis là pour accueillir ce qui se passe, si je veux bien. Et si je résiste, je résiste. Et je vais aller nulle part et c'est OK. Et il y a des gens, et moi, la première fois, j'ai résisté pendant 4 heures, j'ai résisté pendant 4 heures. J'ai rien senti. Nickel. Je suis sorti, bon, bah, c'est rien passé. Bah ouais, mec, tu résistes comme un malade. Et donc, forcément, il ne se passe rien. Donc, c'est aussi pour redonner la responsabilité à chacun de ce qu'il éprouve. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et donc, il nous reste une seule chose à faire, vous avez compris, pour pouvoir mieux comprendre nos relations, pour pouvoir mieux vivre nos relations, c'est respirer. Vraiment. Ah. Je respire et je mets de la vie dans tout ce qui m'arrive, dans toutes mes relations. Voilà. Euh, je vais maintenant arrêter la slide pour pouvoir vous redonner la parole et procéder à un échange sur tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous avez compris, toutes les questions que vous avez. Si vous voulez, s'il y a des questions sur le prochain stage qu'on fait, c'est en novembre, à côté de Grenoble, vous pourrez les poser. Il est presque plein, mais il reste encore quelques places. Euh, et voilà. Et donc, j'arrête les slides. Comment on fait? On fait comme ça. Voilà. Vous pouvez remettre votre caméra si vous en avez envie. Rallumer votre micro. Je regarde s'il y a des questions qui m'ont été posées. C'est cool. J'ai été tellement. Je n'ai pas arrêté de parler que vous n'avez pas eu le temps de me poser des questions. Et maintenant, je m'arrête de parler et je respire. Et c'est à vous. Si vous voulez même, j'arrête la conférence, j'arrête l'enregistrement comme ça, vous serez sûr que ce que vous allez dire ne sera pas enregistré. Je fais ça. J'arrête, suspendre, arrêter l'enregistrement. Bonne soirée à tous celles qui vont écouter l'enregistrement plus tard.